Bon, il est 10h03. Je vous propose qu'on démarre la session dès à présent et puis les autres participants, je pense, nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous. On est ravis avec Édouard de vous accueillir ce matin à l'occasion de ce webinaire autour du suivi technique. Alors, en fait, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes encore très nombreux à être connectés et vraiment, on vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos présentations, à notre cabinet, que je vous présenterai d'ailleurs juste après pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Juste avant ça, je me permets d'abord de me présenter. Donc, je suis Anaëlle Bouzaglou, consultante senior au sein du cabinet Actuelia depuis maintenant 4 ans, hein. Je vais déjà sur ma cinquième année. J'ai eu l'opportunité d'accompagner jusqu'ici une quinzaine, voire une vingtaine d'organismes sur tout le spectre tarification, souscription, en santé-prévoyance, aussi bien en collectif qu'en individuel et notamment sur tous ces sujets qui, bah voilà, je dois l'avouer, hein, me passionnent au quotidien autour du suivi technique, de la conception au pilotage d'un produit. Et sur un tout autre périmètre, j'accompagne également les organismes, je dirais, sur des sujets moins opérationnels, mais plus réglementaires, tels que Solvabilité 2. Et nous aurons l'occasion de faire le lien entre ces deux sujets au cours du webinaire. Alors, vous l'avez remarqué ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Edouard Sechman et je vais tout de suite le laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent ce matin pour ce webinaire sur le suivi technique, qui est un sujet passionnant. Je m'appelle Édouard Sechman, je suis actuaire et consultant au sein du cabinet. Alors, je suis un peu moins ancien qu'Anaël, mais j'entame tout de même ma troisième année. Alors, dès mon arrivée chez Aculia, j'ai été rapidement positionné sur des problématiques de santé et de prévoyance, notamment avec Anaël, couvrant toute la chaîne de valeur de la santé et de la prévoyance, allant de la souscription, la tarification, le pilotage technique et aussi des sujets de conformité réglementaire. Et de la même manière qu'Anaël, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on travaille régulièrement ensemble, j'ai développé, je dirais même qu'on a développé ensemble, une réelle appétence sur ces sujets-là, tant sur l'aspect technique de la chose que sur la dimension stratégique. Alors merci. Donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose pour ceux qui ne nous connaissent pas encore de vous présenter rapidement notre cabinet en quelques mots. Donc du coup, Actuelia, bah là, achève sa 12e saison. C'est un cabinet qui a été créé en 2013. On est aujourd'hui plus de 40 consultants. On accompagne plus de 150 organismes, que ce soit des mutuelles, des IP, des assureurs, sur des problématiques variées, hein. On le voit, hein, nos domaines d'expertise sont de plus en plus larges. Et en termes de domaine d'expertise, si on se concentre sur l'assurance de personnes, bah, finalement, on intervient sur toute la chaîne de valeur, que ça soit de la création du produit, de la refonte de gamme de produits, à la souscription, au suivi technique et à l'accompagnement des travaux de la fonction actuarielle. Et puis, on réalise aussi sur ces sujets de nombreuses formations à destination des équipes techniques, des actuaires, des équipes commerciales et puis aussi des administrateurs. Donc voilà pour nos petites présentations, hein. Je vous propose maintenant que l'on rentre dans le vif du sujet de ce matin. Alors, pour la petite histoire autour de ce webinaire, ben, malgré le bon nombre de webinaires que l'on anime chaque année, c'est la première fois que l'on anime un webinaire autour du suivi technique. Alors, pourquoi cette idée? Parce qu'en fait, avec Edouard, c'est vrai qu'on a la chance d'accompagner de nombreux organismes dans la conception de leurs nouveaux produits, mais également dans l'audit et le pilotage de leurs produits existants. Et lors de la mise en place de ce genre de mission, et notamment via la demande de données, bah, on se rend compte que chez nos clients, ou du moins chez certains de nos clients, eh bien, le suivi technique était souvent très peu matérialisé, voire parfois inexistant. Et là, alerte, on s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise les acteurs à cet exercice qu'est le suivi technique. Donc en fait, l'idée de ce matin, c'est bien sûr d'une part de vous démontrer l'importance du suivi technique, mais d'autre part, et c'est un petit peu là qu'on a placé notre challenge, c'est de montrer de quelle manière il est possible de transformer le suivi technique en un véritable outil de pilotage stratégique. Donc pour ça, on a découpé notre présentation en trois grandes parties. Donc une première partie qui va venir répondre à la question du pourquoi un suivi technique et surtout pourquoi maintenant.
Une deuxième partie où là, ça sera un peu plus opérationnel, où on va dérouler les indicateurs clés que l'on doit retrouver dans un suivi technique. Et vous verrez, on a choisi aussi de vous montrer des exemples de suivi technique que l'on présente à nos clients afin que vous puissiez mieux visualiser ce qu'il y a derrière. Et enfin, une dernière partie qui, elle, va se décomposer en deux sous-parties. Donc, une première sous-partie qui présentera les actions correctives possibles à mettre en place suite aux dérives qu'on aura observées dans la partie 2. Et une deuxième sous-partie, alors là, je dirais qu'il va suivre un peu l'air du temps, puisque Edouard, qui est très branché sur ces sujets d'automatisation, d'intelligence artificielle, eh bien, vous parlera des possibilités d'automatisation avec une démonstration en live que vous verrez assez bluffante de ce qu'il est possible de faire pour optimiser vos suivis. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, on va rester un petit peu terre à terre et revenir à nos définitions. Et donc, première partie, l'objectif, c'est de répondre à la question pourquoi un suivi technique, dans quel but et quels sont les enjeux autour de cet exercice. Alors aujourd'hui, et finalement presque plus que jamais, le suivi technique est un outil essentiel. Les mutuelles et les assureurs doivent faire face à un contexte incertain en termes de consommation de prestations. Historiquement, la santé, ça s'est coulé plutôt en rythme de croisière. Ça a évolué chaque année en fonction de l'inflation des dépenses de santé, mais il y avait peu d'incertitudes et les sujets d'indexation tarifaire étaient finalement beaucoup moins complexes que ça peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est complexe pour plusieurs raisons. Déjà, sur l'inflation, historiquement, on était plutôt autour de 2-3%. Aujourd'hui, on voit que l'inflation va vers du 5-6% et qu'elle est incertaine et qu'il est difficile de la prévoir en avance. Un contexte incertain également, parce que vous devez faire face aux pressions réglementaires. Et ces dernières années, on a vu que la réglementation pouvait évoluer en cours d'année et s'appliquer directement aux organismes de complémentaire santé, finalement sans préalable, en tout cas sans information préalable, et qu'il fallait pouvoir s'ajuster directement. Et puis aussi défis. Défis également parce que ces incertitudes vont avoir un impact sur vos résultats techniques qu'il va falloir suivre régulièrement pour pouvoir limiter rapidement les dérives. C'est donc dans ce contexte socio-économique que le suivi technique n'est plus un outil optionnel, mais un levier vital pour sécuriser l'équilibre de vos organismes. Alors, on avait à cœur de vous présenter ce triangle stratégique qui permet de vous présenter à quoi va servir le suivi technique. La base, et donc c'est la base de notre triangle, c'est bien sûr de s'assurer de la maîtrise de son activité, de regarder l'équilibre de ses portefeuilles et de savoir comment se déroulent les consommations. Ça, c'est l'objectif qu'on pourrait appeler l'objectif historique du suivi technique. Et c'est donc la base du suivi technique. Si on descend pardon, maintenant toujours dans cette idée d'entonnoir, hein, et vous verrez, on reviendra souvent sur cette idée d'entonnoir, et qu'on passe du macro au micro, eh bien, c'est aussi un véritable outil qui va permettre la maîtrise du risque, c'est-à-dire d'essayer de comprendre d'où vient une éventuelle dérive en regardant la sinistralité par adhérent, par typologie de population, par typologie de canal de distribution. Donc, pour réussir finalement à mieux maîtriser, à maîtriser au mieux son risque. Maîtriser son risque aussi via le risque de souscription. Et là, on pense bien sûr à son ratio de solvabilité. Et Edouard vous présentera quelques éléments par la suite sur ce sujet-là. Et puis enfin, le suivi technique, ça doit être finalement un outil de compétitivité et de développement. Parce qu'au-delà de regarder le suivi des indicateurs S sur P, P sur C, on va regarder bien sûr l'évolution des cotisations et notamment l'évolution des effectifs et s'assurer que le développement est bien en cohérence avec sa stratégie. Et c'est donc dans ce cadre-là que le suivi technique va être un outil, bien sûr, à destination des actuaires et des directions techniques, mais également des directions commerciales et des directions des risques. Et donc, ce qu'on peut dire pour conclure sur cette slide, c'est que le suivi technique, c'est finalement un outil pour tous. Alors, dans le triangle stratégique qui a été présenté précédemment par Amel, il y a un des piliers qui peut peut-être vous paraître un peu abstrait quand on parle du suivi technique. C'est la maîtrise du risque. Parce que oui, quand on parle d'équilibre technique de SRP, on comprend plus ou moins où on veut en venir.
De la même manière qu'on parle de compétitivité et de développement, c'est assez intuitif. Mais le deuxième pilier, qui est la maîtrise du risque, peut paraître plus abstrait. Et d'ailleurs, il y a une bullet point sur la slide précédente qui évoque l'optimisation du SCR. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde le lien entre l'optimisation du SCR et le suivi technique. On a donc voulu faire un petit zoom sur ce lien et vous démontrer qu'il n'est pas si difficile et d'ailleurs qu'il n'est pas aberrant d'intégrer des indicateurs de solvabilité dans votre suivi technique. Alors, si on prend la formule fondamentale du SCR que vous voyez sur l'écran, on a les fonds propres éligibles de l'assureur ou de la mutuelle ou de l'acteur en question, que divise le capital de solvabilité requis, qu'on appelle aussi SCR. Alors, ce ratio, pour ceux qui ne le savent pas, il mesure la capacité qu'a l'organisme à absorber les chocs et à rester conforme à la réglementation. On peut voir ça un peu comme un airbag réglementaire. Cette formule, elle implique un effet mécanique qu'on appelle effet ciseau, que je vais vous expliquer juste après. En fait, on a une double dégrégation possible du ratio de couverture en cas de suivi technique défaillant. Parce qu'on a à la fois le numérateur et le dénominateur. Alors, si on rentre concrètement pour vous expliquer cet effet ciseau, d'abord, si on parle du dénominateur, c'est assez simple. Plus la hausse, enfin, plus le chiffre d'affaires, pardon, les cotisations et les provisions augmentent, plus le capital requis à travers notamment le SCR souscription va augmenter. Et si le SCR souscription augmente, alors le SCR total augmente. En fait, pour vulgariser la chose, on peut dire que plus vos flux tels que les cotisations, les prestations, les provisions augmentent, plus la barre à franchir pour rester conforme est relevée. De l'autre manière, on a le numérateur. Alors, le numérateur, c'est les fonds propres éligibles. Et là, c'est l'effet inverse. Si vos résultats techniques se détériorent, dérapent et que vos ratios combinés passent au-dessus de 100%, là, c'est vraiment vos fonds propres qui vont baisser. En fait, c'est votre matelas de fonds propres qui va nettement baisser. De la même manière, si on a des provisions complémentaires qu'on n'avait pas vu venir, ça va toucher le résultat technique et donc les fonds propres. Et donc, quand on parlait d'effet ciseau tout à l'heure, c'est vraiment cet effet ciseau-là. On a le SCR, donc le capital de solvabilité requis, qui va augmenter. D'un autre côté, on a nos fonds propres éligibles qui vont baisser. Tout ça, ça va faire que notre ratio SCR va se dégrader doublement, 2 fois plus vite, si je puis dire. Et alors, pourquoi on a voulu faire un zoom sur ce point particulier qui n'est pas si commun? C'est aussi pour vous dire qu'un bon suivi technique efficace peut vous permettre d'avoir une première vision de l'évolution future de votre ratio de solvabilité. Et c'est même possible, et c'est même plutôt efficace, si on inclut des indicateurs de solvabilité dans votre suivi technique, de pouvoir calculer l'impact exact qu'a une hausse des cotisations ou une perte technique sur votre ratio de solvabilité. Alors, on a maintenant posé plus ou moins les bases du suivi technique. On a vu pourquoi c'était important de faire un suivi technique et pourquoi c'était encore plus important et même crucial d'en faire un aujourd'hui, en 2025. Et juste avant de parler d'actions concrètes et de rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment quand même essentiel de comprendre comment on fait un suivi technique. C'est quoi la mécanique qu'il y a derrière le suivi technique. Et la vraie valeur ajoutée dans un suivi technique, ce n'est pas l'accumulation de chiffres et de formules, c'est vraiment une méthodologie qui va transformer d'une donnée brute en décision opérationnelle concrète. Alors, le point de départ, et ça c'est vraiment le schéma qu'il faut reproduire pour tout suivi technique. Le point de départ, c'est d'avoir une donnée de qualité. Donc, avant toute analyse, la première chose à faire, la première mission, c'est vraiment de fiabiliser la donnée et la base d'information. Alors, effectivement, si on a un chiffre faux au départ, en fait, c'est toute la chaîne de valeur qui va être faussée. D'où une importance particulière sur un sujet qu'on remet sur le tapis, que vous entendez souvent, c'est la qualité des données. Mais c'est vraiment important. Et donc, une fois et seulement une fois qu'on a des données propres, utilisables et de qualité,
on peut passer à l'étape suivante et commencer vraiment notre suivi technique. Et ça commence par la construction d'un compte de résultats. Alors, le compte de résultats, vous savez plus ou moins tous ce que c'est vraiment l'agrégation de tous les flux. Donc, ça va être les prestations, les provisions, les effectifs, les cotisations, les frais, les taxes, etc., afin de faire émerger dès le début une première tendance positive comme négative, et ce, à tous les niveaux du portefeuille. À noter qu'il peut être intéressant et même très efficace de comparer avec l'année N-1, le compte de résultat. Une fois qu'on a ce compte de résultat, donc on a des flux agrégés, on va pouvoir calculer des indicateurs. Et là, l'idée, c'est de calculer des indicateurs. On va vous détailler par la suite, donc je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais il faut juste garder en tête que l'objectif, ce n'est pas de sortir un ratio global total et c'est tout. Non, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans le lard, si je puis dire, et de faire du sur-mesure, pas du standard. Une fois qu'on a calculé ces indicateurs clés, on va maintenant pouvoir identifier des dérives. Et derrière chaque dérive, il y a une histoire. Ça peut être un changement dans les usages des consommateurs, ça peut être un effet réglementaire, ça peut être un segment qui est atypique. Et l'enjeu ici, c'est une fois qu'on a constaté, d'essayer d'analyser et de décoder. Alors, une fois qu'on a analysé, qu'on a vu où était la dérive et qu'on a vu quelle était la cause de la dérive, on peut commencer à faire des actions, ce qu'on appelle des actions de redressement. Alors, j'en parlerai dans la partie 3, mais l'idée, c'est de se dire, on a un diagnostic clair, maintenant, il faut passer en mode solution. Et on a pour ça des plans d'action qu'on verra dans la partie 3. Et la dernière étape du suivi technique, mais ce n'est pas la moins importante, c'est en fait, on boucle la boucle. D'abord, on va restituer, donc ça va être une restitution au comité, au conseil d'administration ou aux décideurs. Et Annelle vous le montrera de manière plus visuelle juste après, mais l'idée, c'est vraiment que vos restitutions soient le plus homogènes possible. C'est primordial pour ne pas perdre votre auditoire. Et une fois qu'on a restitué, on ne s'arrête pas là. Mais encore une fois, j'en parlerai plus longuement plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à suivre notre portefeuille en continu pour voir si les mesures qu'on a appliquées à l'étape juste en dessous sont efficaces ou non et continuer à suivre tout ce portefeuille tout au long de sa vie, en fait. Alors, maintenant qu'on a fini avec cette méthodologie, on a vraiment là posé les bases du suivi technique, de ses objectifs et de pourquoi il était clé aujourd'hui et en général. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Anaëlle qui va vous expliquer concrètement comment piloter ce suivi au quotidien. Pardon, je n'avais pas remis mon micro. Donc effectivement, dans cette deuxième partie, eh bien, on va regarder comment organiser un suivi efficace des flux techniques et détecter rapidement les déséquilibres. Donc pour organiser un suivi régulier et efficace, il faut déjà aussi définir la fréquence. Alors idéalement, ce serait trimestriellement, voire mensuellement. En santé, ça peut avoir un intérêt et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est plutôt des suivis techniques semestriels. Alors pourquoi pas plus? Parce que ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a voulu insister et que Edouard vous présentera dans la partie 3 des solutions pour optimiser ces suivis et qu'il puisse être fait rapidement et que vous ayez rapidement les informations. D'autre part, il faut définir également le périmètre et la segmentation, sachant que vous verrez, mais nous, on vous conseille encore une fois de faire en mode entonnoir, c'est-à-dire partir du macro pour aller vers le micro. Ensuite, l'outil. Et justement, là, ça fait le lien avec la fréquence. Quels outils on utilise? Comment est-ce qu'on extrait les données? Et toujours, bien sûr, en ayant en tête la qualité des données que l'on va utiliser. Et puis le dernier élément, mais pas des moindres, les indicateurs. Les indicateurs sont des éléments essentiels. Alors, dans la slide d'après, on vous met quelques exemples, mais attention, ce sont des exemples et peut-être que chez vous, la définition du S sur P, du P sur C ne sera pas la même. Alors, nous, on a essayé de vous présenter les définitions qui sont les plus utilisées chez nos clients, mais parfois, par exemple,
dans leur S sur P, eh bien, ils vont intégrer les frais de gestion de sinistre. Ou peut-être que la notion de S sur P ne va pas du tout être intégrée parce que vous allez parler tout de suite de ratio combiné. Donc finalement, là, on se rend compte que la définition des indicateurs, elle est essentielle et elle doit se faire en concertation avec la direction et avec les administrateurs, puisqu'in fine, ce sont eux qui vont le recevoir. Donc, si je vous montre juste un exemple qui montre l'importance de se concentrer sur les indicateurs, c'est que là, dans notre définition du ratio S sur P, en vision d'ailleurs survenance et pas comptable, eh bien, un S sur P à 100% ne veut pas dire qu'on a un équilibre technique. Et au contraire, parce que 100%, il reste quand même encore à payer les frais. Donc, si on a 20% de frais, ça nous donne un ratio combiné de 120%, donc déficitaire. Et donc, sans cette notion-là, cet indicateur peut biaiser finalement la lecture. Donc, à retenir déjà de cette slide, c'est vigilance sur la manière dont on définit les indicateurs. Si on continue dans notre présentation des indicateurs de pilotage essentiels et qui sont adaptés à vos enjeux, eh bien, on a choisi de structurer les indicateurs en trois grandes familles. La première famille, on va regrouper les indicateurs de consommation, où là, ces indicateurs vont nous permettre de suivre les S sur P mensuels pour capter la tendance globale. On regarde aussi le coût moyen par acte, par sinistre, ainsi que la fréquence de consommation. Et donc, cela va permettre d'identifier rapidement les postes à risque ou les dérives précoces. La deuxième famille va regrouper ce que l'on a appelé des indicateurs de structure. Et là, ça va être des indicateurs qui vont être axés plutôt sur vos produits, sur vos garanties. Et donc, il s'agit ici de ventiler les données par famille d'actes, donc hospitalisation, consultation, dentaire, optique, etc. La répartition par produit ou encore la répartition de la part des dépenses 100% santé. Et là, ces indicateurs, eux, ils sont essentiels pour comprendre ce qui pèse réellement dans la sinistralité et où est-ce que vous devez cibler vos actions. Et la dernière famille correspond aux indicateurs de portefeuille. Donc ici, plutôt des indicateurs de développement, où là, on va suivre l'évolution des effectifs et du chiffre d'affaires, mais aussi la répartition par secteur d'activité, la pyramide des âges du portefeuille, la répartition géographique, la répartition par canal de distribution. Et en fait, ces éléments, eux, ils vont permettre d'anticiper les évolutions dites structurelles et d'adapter le pilotage en conséquence. Et donc, ce que je vous propose maintenant, après vous avoir présenté ces nombreux indicateurs, c'est de vous montrer comment est-ce que l'on présente les résultats de ces indicateurs dans nos suivis techniques pour nos clients et que vous pourrez aussi ensuite adapter pour vos directions, vos comités et conseils d'administration. Alors, avant tout, on tient à insister sur un point, c'est que dans le cadre du suivi technique, il est essentiel d'avoir une homogénéité de la présentation pour favoriser la transmission des messages et de toujours avoir du recul sur les chiffres et bien mettre au regard de l'année antérieure. Donc, avec ces deux points de vigilance en tête, si on regarde la première slide que l'on présente, on est sur ce qu'on a appelé les indicateurs de portefeuille. Et on est toujours sur ce mode entonnoir. On commence par une vision globale. Donc là, on a la vision globale de notre portefeuille. Donc, on a notre effectif global, la façon dont il a évolué par rapport à l'année N-1. Là, notre portefeuille, alors bien sûr, c'est un exemple, mais il est décomposé en 4 offres principales. On met les effectifs de chaque offre, la façon dont ils évoluent, la répartition par bénéficiaire, la moyenne d'âge du portefeuille. Et un indicateur aussi qui est intéressant, c'est de présenter le S sur P par rapport à l'âge. Donc typiquement, dans ce genre de portefeuille, eh bien, on voit que c'est des populations plutôt seniors qui viennent, en tout cas, abîmer le ratio S sur P. Deuxième slide. Là, on va toujours sur la vision macro, on va présenter les indicateurs de consommation. Donc, on a à chaque fois la comparaison avec l'année précédente, l'évolution des effectifs, de notre chiffre d'affaires, de nos frais, de la charge totale, pour ensuite arriver à l'évolution du résultat. Et vous voyez sur la droite, on a les fameux ratios dont on parlait au début, donc les ratios S sur P, ratios combinés. Alors nous, ce qu'on fait aussi dans nos présentations, c'est qu'on a tout le temps une première slide qui reprend les formules qu'on a utilisées pour déterminer ces ratios de sinistralité. Comme ça, on est sûr que tout le monde est d'équerre sur ce qu'on a en tout cas inclus dans nos calculs et comment est-ce qu'on est arrivé au taux. Et donc, c'est ce qu'on vous conseille. C'est vraiment important voilà, que cette information soit claire pour tout l'auditoire. Et donc, là, on a présentation de consommation
sur une vision macro. Troisième slide, là, on va sur une étude plus micro d'indicateurs de consommation. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un focus sur l'offre qui va nous rapporter le plus de chiffre d'affaires. Donc là, en l'occurrence, c'était l'offre classique qui nous apportait le plus de chiffre d'affaires. Donc, elle a son petit compte de résultats, ses ratios associés. Et bien, c'est vrai que pour chaque offre, vous devez bien sûr avoir eh bien, son compte de résultat. Et c'est surtout intéressant de le faire pour savoir, bon, bien sûr, l'offre qui nous rapporte le plus, mais aussi l'offre qui présente des déficits pour savoir quels sont les leviers, enfin déjà, pourquoi est-ce qu'elle présente des déficits et quels seraient les leviers potentiels pour redresser cette offre. Et donc là, en l'occurrence, on voit que pour cette offre qui nous rapporte le plus de chiffre d'affaires, on a un résultat stable. Donc toujours avoir des conclusions aux analyses que l'on émet. Et là, en l'occurrence, on se dit, bah, très bien, la politique de revalorisation qu'on avait faite passer en 2024 a contribué enfin en tout cas a permis de compenser l'augmentation des dépenses de santé. Donc déjà, on se conforte sur notre politique d'indexation et on se dit que bah voilà, l'offre, elle se comporte bien. Et ça nous donne déjà une validation des indexations et surtout la stratégie future pour les prochaines indexations. Pardon. Et les deux prochaines slides, alors là, c'est les indicateurs qu'on a appelés un peu de structure. Et ça va présenter, et on les présente toujours l'une après l'autre. C'est d'abord la fréquence, donc la fréquence de consommation. Donc là, typiquement, on fait un top 3 des postes à plus haute fréquence. Donc là, effectivement, ça a été les consultations et visites et l'hospitalisation qui sont arrivées quasi à égalité, donc qui remontent à la surface en termes de fréquence. Et juste après, c'est suivi du dentaire. Alors, ce genre d'analyse, elle est primordiale. Hein, c'est ce qu'on attend de façon certaine dans un suivi technique, hein, la fréquence. C'est ce qui permet de mieux adapter notre tarification, puisqu'on rappelle hein, que le modèle de tarification, c'est bien fréquence fois coût. Et ça permet aussi d'aboutir à des analyses complémentaires. Typiquement, bah, pourquoi est-ce qu'il y a eu plus une augmentation des consultations et de visites? Pourquoi est-ce qu'il y a eu plus d'hospitalisations? Est-ce que c'est dû à une épidémie comme la grippe typiquement? Pourquoi est-ce que le dentaire augmente encore un petit peu? Est-ce qu'il y a une garantie typiquement? On observe plus de dérives. Donc, grâce à ces premières analyses qui sont un petit peu macro, eh bien, on arrive petit à petit à rentrer dans le micro et faire des analyses plus fines. Et s'ensuit juste après un focus sur le coût moyen par poste. Pareil, pour voir la façon dont évolue le coût moyen et donc bien réadapter nos cotisations ou nos garanties. Donc voilà un petit peu pour le genre de slide qu'on peut présenter dans nos suivis techniques. Bien sûr, il y en a il y en a plein d'autres, hein, des études qu'on peut faire. Et puis à chaque fois, on s'adapte à ce que l'organisme, aux spécificités de l'organisme. Mais en tout cas, c'est le genre d'analyse qu'on attend dans un suivi technique. Donc maintenant que vous avez bien en tête les indicateurs de base essentiels, euh, assez technique, bah, je me permets quand même de pousser un petit peu plus la réflexion en vous présentant des indicateurs dits plus avancés qui vont permettre d'affiner l'analyse du portefeuille et de détecter des leviers d'optimisation plus fins. Typiquement, dans les indicateurs avancés, on pourrait aussi déterminer le taux de recours aux soins, c'est-à-dire de mesurer la part d'assurés qui a consommé au moins une prestation dans l'année. On pourrait également déterminer l'indice de concentration, donc quantifier la part de coût total représentée par les plus gros sinistres. Et les benchmarks, ça on n'en a pas encore parlé. Et c'est très intéressant d'introduire des benchmarks dans vos suivis techniques. Pourquoi? Ben, pour la simple et bonne raison que c'est essentiel de se comparer au marché. Et d'ailleurs, si on revient sur la fréquence à laquelle on doit réaliser un suivi technique, ça va aussi dépendre de la typologie. C'est-à-dire que si vous lancez un produit, on va faire un suivi beaucoup plus régulier parce que ça permet de voir tout de suite les dérives en termes de prestations, mais également en termes de développement. Et quand vous lancez un nouveau produit, vous n'avez pas forcément la connaissance du tarif qui est adapté à ce produit. Donc, introduire des benchmarks de produits qui ressemblent aux produits que vous allez commercialiser peut vous permettre d'être bien placé sur le marché, d'être compétitif et d'avoir une première idée de la façon dont va vivre votre produit. Donc, ces indicateurs avancés qui sont bien sûr non exhaustifs, hein, et encore une fois, il peut y en avoir tout autre. Et l'idée, c'est que vraiment, vu que les suivis techniques doivent être sans cesse mis à jour, c'est d'enrichir vos suivis techniques avec de nouveaux indicateurs à chaque fois. En tout cas, ils vont permettre de cibler très précisément les axes d'amélioration pour votre performance technique. Et donc, finalement, on se rend compte de quoi? Bah, c'est que via l'analyse de ces indicateurs, le suivi technique, il permet de répondre à la question qu'on se pose un peu tous, hein, c'est est-ce que la dérive des prestations, elle provient de l'augmentation des coûts ou de l'augmentation des fréquences?
Et donc là, le suivi technique, il apparaît essentiel, un, pour identifier rapidement une dérive, et deux, comme un système d'alerte efficace si l'on définit bien des seuils critiques pour chaque indicateur clé. Typiquement, pour le S sur P, le seuil est normalement déterminé dans votre politique de souscription, et une alerte peut être déclenchée lorsque le S sur P réel s'écarte un peu trop de la cible fixée. On peut également créer une alerte en cas de pic de sinistralité. Par exemple, typiquement, cela peut signaler un problème structurel ou un événement exceptionnel, comme on l'a dit, tel qu'une épidémie de grippe, comme il y a pu avoir cette année, donc changement de comportement. Une alerte en cas d'anomalie par poste, donc ça se rejoint un petit peu. Si aussi on a une anomalie sur un poste comme le dentaire ou l'optique qui va beaucoup plus augmenter par rapport aux autres, bah là on peut se dire qu'on pourrait s'orienter vers des études qui sont axées sur le 100% santé par exemple. Et une alerte pour les provisions insuffisantes, et ça aussi on n'en avait pas encore parlé, mais il faut toujours vérifier que les provisions techniques sont correctement estimées, parce qu'une sous-estimation peut masquer temporairement une dégradation technique qui apparaîtra plus tard. Donc la détection précoce des dérives, elle est cruciale et elle permet d'agir avant qu'un déséquilibre ne devienne trop important ou coûteux à corriger. Donc, ce qu'on vous propose pour rendre les choses plus interactives et plus concrets, c'est de vous montrer via un cas pratique ce que l'on peut détecter par rapport à des changements de comportement. Donc, je laisse la parole à Edouard pour la présentation de ce cas pratique. Alors, en effet, pour casser un peu avec ces côtés, je dirais, très théoriques et très techniques, mais très intéressants quand même, je propose qu'on fasse un cas pratique qui va nous ramener un peu concrètement à la réalité. Alors, on va partir sur une mutuelle fictive qu'on appellera Mutuelle Horizon, pour exemple. Pour poser rapidement le contexte, pardon, on démarre avec un portefeuille de 50 000 assurés en santé collective. À la clôture N-1, tout semble plus ou moins sous contrôle. On a un ratio SRP à 88%, des frais maîtrisés qui sont à 12%. Donc, on est à l'équilibre. L'équipe dirigeante est plutôt confiante pour l'année. Sauf que dès le début de l'année suivante, notre suivi technique, qui a été bien fait, nous permet d'observer quelques signaux d'alerte. Tout d'abord, on a un ratio SRP qui a atteint le seuil qui a été décidé par le CA et qui est dans la politique de souscription, comme l'a dit Anaël. Donc, le ratio SRP est atteint, enfin, le seuil de ratio SRP en tout cas est atteint. On a une analyse mensuelle qui nous permet de voir qu'une dérive s'amorce dès le mois de mars et on a une hausse inhabituelle de la fréquence de consommation générale du portefeuille. Alors ça, c'est vraiment la première phase de votre suivi technique, donc le calcul de l'indicateur, qu'on n'a pas détaillé dans cet exemple parce qu'on en a fait avant, mais il y a le calcul de l'indicateur et la détection des premiers signaux d'alerte avec un SRP qui est trop grand, une consommation qui est un peu bizarre, etc. Et juste avant de passer à la slide suivante, pour finir sur ce début de cas pratique, c'est quand même important de voir que ce cas pratique-là nous met en valeur qu'un suivi mensuel est vraiment efficace dans ce cas-là, parce qu'on voit que la dérive s'amorce dès le mois de mars, alors qu'un suivi annuel, on ne l'aurait pas vu cette amorce dès le mois de mars, on l'aurait vu qu'en fin d'année, et ça aurait été moins efficace. Donc, là, ça nous permet d'anticiper et d'agir vite. Donc ça, c'est vraiment tout ce côté de l'efficacité d'un suivi technique régulier. Une fois qu'on a fait ce premier diagnostic, l'idée maintenant, c'est d'aller faire une segmentation. Alors, on cherche à comprendre où se situe la dérive. On a vu qu'on avait un SRP qui augmentait, une dérive de consommation, on ne savait pas trop où elle était. Et là, maintenant, l'idée, c'est d'aller comprendre où elle est, cette dérive. Et pour ce faire, on va aller faire toutes les segmentations possibles et imaginables, comme vous a fait Anaël juste précédemment. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a tout segmenté, qu'on a fait toutes les segmentations qui étaient possibles et qu'on pouvait faire, maintenant, il faut rechercher, trouver cette segmentation qui nous saute aux yeux.
comme étant la plus intéressante, la plus, là où la dérive se cache vraiment. Et en fait, une fois qu'on a fait toutes ces segmentations, dans notre exemple ici, on observe qu'on a une situation assez contrastée selon les secteurs d'activité et les CCN. Alors là, ici, on voit que la CCN Bureau d'études ou Syntec affiche un SOP qui est nettement supérieur à la moyenne, alors que les autres secteurs d'activité, commerce de détail, etc., sont plus ou moins autour de la moyenne. Donc là, l'idée, c'est de se dire, tiens, on a trouvé notre segmentation qui nous intéresse, on a vu que c'est la Syntec, la CCN Syntec qui dérive, et on peut aller zoomer sur ce secteur Syntec. Vraiment ici, le principe de la segmentation, dont on va vous rabâcher ça tout au long du webinaire, c'est vraiment de se dire que la dérive technique, bah, ce n'est pas homogène. Il faut savoir segmenter, il faut savoir isoler les poches à risque et appliquer une même mesure sur tout le portefeuille, bah, dans ce cas-là, ce n'est pas efficace. Alors, on va maintenant passer à la troisième slide de ce cas pratique et la dernière. On a maintenant trouvé que la dérive était due à la Syntec. Donc maintenant, on va aller plus loin et pour essayer d'identifier la cause de la dérive. Et donc, on va zoomer sur le secteur Syntec. Et en zoomant sur le secteur Syntec, on va zoomer sur les postes de consommation et essayer de faire une analyse maintenant qualitative et non plus quantitative. Alors, dans notre cas pratique, dans notre exemple ici, on a remonté plusieurs dérives de consommation. Donc, ça peut être une augmentation de 30% en fréquence des consommations d'ostéopathie. Ça peut être, enfin, ici, c'est une augmentation de 28% de la fréquence des consultations en kinésithérapeute. De la même manière, on a une santé mentale qui est dégradée avec une hausse de la consommation des soins de psychologue. Et en fait, maintenant, c'est là qu'on fait l'analyse qualitative. Et là, c'est vraiment l'œil humain qui va être là. Et c'est en creusant que la cause sous-jacente de tous ces maux mentaux, de kiné, d'ostéopathie apparaît. C'est le télétravail massif qui est spécifique au secteur de Syntec et qui intensifie les problèmes musculaires et la santé mentale. Alors, vraiment, ici, l'idée, c'est de la faire en entonnoir. D'abord macro, micro, et de trouver la cause racine. Et dans notre cas ici, la cause racine, c'est le télétravail. Et pour conclure ce cas pratique, on pourrait dire qu'un suivi technique très bien structuré et bien efficace permet de remonter aux vraies causes et d'adapter ainsi les actions de redressement. On verra après. L'idée, c'est de se dire, si on n'a pas les bonnes causes, bah, on ne sait pas quoi appliquer après. Et si on n'a pas les bonnes causes, mais qu'on applique quand même un levier de redressement et une action après, bah, elle ne sera peut-être pas efficace. Donc vraiment, cette étape-là de trouver la cause racine de notre dérive, elle est ultra importante. Alors, on en finit avec ce cas pratique et on parlera juste après des solutions de ce cas pratique. Mais avant ça, je vais laisser Annelle vous parler des bonnes pratiques du suivi technique. Alors, effectivement, pour conclure cette deuxième partie qui a été, si je puis dire, assez technique, on s'est dit que c'était intéressant de la conclure avec une slide de bonnes pratiques. En effet, pour que le suivi technique soit réellement efficace et fiable, il doit reposer sur quelques bonnes pratiques fondamentales. La première, c'est bien sûr de vérifier la fiabilité de vos données. On assiste vraiment sur cette notion de qualité des données qui doit passer par des contrôles de cohérence systématiques à chaque extraction, que ça soit d'effectifs, de cotisations ou de prestations. Ensuite, définir des seuils d'alerte personnalisés. Il faut adapter vos seuils d'alerte à la spécificité de vos portefeuilles et à la saisonnalité pour éviter les faux positifs et les alertes inutiles. Ensuite, on insiste sur le fait, vous l'avez vu dans nos présentations, de comparer systématiquement les indicateurs avec N-1. C'est ce qu'on fait dans nos suivis techniques pour nos clients. L'idée, c'est de toujours mettre en perspective les résultats pour contextualiser les écarts. Autre bonne pratique fondamentale, c'est bien sûr de documenter les analyses et les décisions. Cela permet de garder une trace des causes identifiées et des mesures prises et donc d'améliorer la qualité de vos suivis. Et bien sûr, communication.
communiquer régulièrement aux décideurs. Ce qu'on veut dire ici, c'est que c'est ce qu'on a illustré encore une fois via la présentation de nos suivis techniques, c'est l'importance de présenter aux instances dirigeantes non pas seulement des chiffres bruts, mais vraiment des analyses synthétiques, homogènes et des recommandations d'action concrètes afin de véritablement faire passer les bons messages. Donc pour conclure, je voudrais dire que appliquer ces bonnes pratiques, c'est vous garantir la robustesse, la fiabilité et l'efficacité de tout dispositif associé au suivi technique. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Edouard pour la dernière partie, qui va vous présenter eh bien, comment corriger finalement les dérives observées, les déséquilibres techniques observés via les indicateurs que l'on a présentés, et ainsi que les possibilités d'automatisation qui vous permettront d'optimiser ces suivis afin qu'ils puissent être faits rapidement et que vous ayez rapidement les informations. Alors, après avoir posé les bases du suivi technique, ses objectifs, sa définition, après avoir analysé les différents indicateurs de performance qu'on a et identifié à travers un cas pratique ou même pas, identifié en général les sources de déséquilibre et les dérives, la question logique qui nous vient, c'est OK, maintenant, comment corriger concrètement les dérives? Et l'objectif de cette troisième partie est double. D'abord, on va passer en revue les principaux leviers d'action pour traiter ces déséquilibres et améliorer la rentabilité ou revenir à l'équilibre. Et la deuxième partie de cette troisième partie, si je puis dire, ça va être d'ouvrir une réflexion sur les solutions innovantes à travers l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors, vous avez sous vos yeux un panorama des différents leviers d'action qu'on a en assurance en cas de dérive. Alors, il y a un point qui est important avant de passer sur chacun de ces leviers, c'est vraiment de se dire que chaque portefeuille a ses spécificités. Donc, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une solution magique, et il n'y a pas une solution unique qui existe. C'est vraiment plusieurs options qu'il faut savoir combiner en fonction du contexte de votre situation, en fonction de la gravité de la situation et en fonction de la marge de manœuvre que vous avez. Alors, il y a certains points dont je vais rentrer plus dans le détail, donc je ne vais pas trop en parler maintenant. C'est l'ajustement tarifaire, la modification des garanties et la lutte antifraude. En revanche, les autres points qui sont importants, dont on ne va pas détailler après, ça va être le réseau de soins. Alors, un réseau de soins, ça peut être efficace, s'appuyer sur un réseau de partenaires qu'on a négocié au préalable avec des praticiens au tarif maîtrisé. C'est une solution. Une autre solution, alors qui est moins courante en santé, mais qui est quand même précieuse, on la voit plutôt en prévoyance et en IRD, mais elle existe quand même en santé, c'est la réassurance. Ça va vraiment servir de pare-feu. Donc la réassurance, c'est vraiment l'assurance de l'assurance, et ça va servir de pare-feu contre les gros sinistres, si je puis dire. Enfin, on a un sujet dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est la prévention. Alors, la prévention, c'est un sujet qui, en fonction des circonstances, veut à peu près tout et rien dire. Il peut être efficace, pas efficace, en fonction des pouvoirs publics qui s'investissent ou pas dans cette démarche de prévention, ou bien laissent les mutuelles se débrouiller par elles-mêmes. Mais la prévention peut être efficace à condition que les actions soient ciblées, que les populations concernées soient très bien définies. Et si on fait un petit exemple avec notre cas pratique au-dessus, on peut faire une analogie, et la prévention peut faire partie de ces options d'action qui peuvent permettre de redresser le portefeuille. Par exemple, avec le problème du télétravail dans le secteur Syntec, si on fait une prévention pour les sièges de bureau et des sièges ergonomiques pour les télétravailleurs, ça peut être efficace. C'est une idée de prévention efficace pour faire en sorte que la dérive soit moins grosse. Alors, si maintenant je zoome sur certains de ces leviers, d'abord on a le premier levier le plus connu, le plus pertinent, le plus quantifiable, mais qui est aussi le plus sensible, c'est l'ajustement tarifaire. Voilà. Pour beaucoup de décideurs, c'est la première mesure à envisager. Par contre, ce n'est pas souvent la plus simple à mettre en place. L'idée de l'ajustement tarifaire est assez simple, c'est qu'on augmente les primes payées par les adhérents pour couvrir une augmentation de prestations qu'on a eue ces derniers temps.
le calcul de cette hausse est assez simple aussi. Vous avez la formule sous vos yeux. Ça va être S sur P actuel divisé par le S sur P cible qu'on a convenu au préalable, moins 1. Alors, évidemment, il y a des limites à garder en tête. Une hausse des cotisations, oui, mais attention, on a quand même affaire à une concurrence. Les clients sont de plus en plus exigeants. Et on a aussi un effet d'acceptabilité client qui n'est pas toujours évident. Et si on fait un lien avec, encore une fois, notre cas pratique en haut, si on dit par exemple qu'on a une dérive de 10% et qu'on veut redresser le portefeuille de 10%, peut-être que l'idée, ce ne serait pas d'augmenter les tarifs d'un an enfin, directement de 10%, mais de lisser ça sur 2 ou 3 ans pour redresser le portefeuille. Donc ça, c'était pour le premier levier. Notre deuxième levier, ça va être l'ajustement des garanties. Donc, en fait, l'ajustement des garanties, il vient quand ça? Il vient quand le levier tarifaire a plus ou moins atteint ses limites, que ce soit pour des raisons sociales ou commerciales. On peut maintenant jouer sur les garanties. Alors, le premier réflexe, ça va être d'abord de réduire les remboursements sur les postes les plus coûteux. L'idée, c'est vraiment de responsabiliser l'assuré. Le deuxième levier, ça va être de décider de plafonner certains postes. Et on le voit assez régulièrement sur des postes comme les prothèses dentaires ou bien sur l'optique. Enfin, troisième option, et non des moindres, c'est que si on veut limiter les comportements, disons, opportunistes et limiter l'antisélection des assurés, on peut mettre en place ce qu'on appelle des délais de carence sur certaines garanties. Alors, les délais de carence, on le voit de plus en plus chez nos clients qu'on suit régulièrement, et c'est une mesure qui est assez efficace, qui n'est pas encore très répandue, mais nous, on le conseille à condition qu'il soit bien maîtrisé, et c'est assez efficace. Alors, un petit point quand même, c'est que quand on parle de toucher aux prestations, on peut jouer sur deux curseurs. C'est vraiment le montant qui est remboursé et la fréquence à laquelle l'acte est utilisé. Et si on reprend notre cas pratique précédemment, une solution qui serait possible de faire serait de toucher aux garanties des médecines douces, en particulier l'ostéopathie, les consultations de psychologues, les kinésithérapeutes, etc. Là où il y a de la dérive. Et il faut savoir que dans les grilles de garantie santé en général, les postes de médecine douce sont exprimés en nombre de séances avec un coût maximum par séance. Et le suivi technique qui a été fait précédemment a mis l'accent qu'on avait une dérive au niveau de la fréquence des postes d'ostéopathie et de psychologue. Donc là, l'idée, vraiment, on sait que c'est la fréquence qui joue. Donc l'idée, ça serait d'abaisser le nombre de séances maximum par an pour les ostéos et les psychologues. Si c'est à 5, on va abaisser à 3 ou à 4. Donc ça, c'est pour la partie des garanties. Et enfin, on a une grosse partie qui est quand même un gros levier, pardon, qui est le contrôle des dérives et des fraudes, parce que parfois agir sur les tarifs et sur les garanties, ça ne suffit pas. Et on a un levier qui est sous-estimé, qui est le contrôle des dérives. Ça peut être les fraudes, la surconsommation ou tout simplement des comportements inattendus. Donc aujourd'hui, avec la data et l'intelligence artificielle, on repère mieux les schémas suspects. On repère mieux les schémas qui peuvent être de la fraude ou de la surconsommation. Et un point qui est important, c'est que lorsqu'on intègre des contrôles anti-fraude dans notre organisme, il faut pouvoir le matérialiser et calculer les bénéfices de cette anti-fraude, si je puis dire. Donc en fait, c'est important d'intégrer le contrôle des fraudes et des dérives dans notre suivi technique pour savoir si vraiment ce contrôle qu'on a fait contre les fraudes est efficace ou non. Insight, oui, il est efficace, mais c'est quand même important de pouvoir le mesurer. Alors, il y a un point, pour finir ces leviers, il y a un point qui est important, et donc je vais faire une petite anecdote rapide sur ça. C'est pas vraiment de la fraude, c'est plus ou moins de la dérive. On va pas parler de fraude, mais plutôt d'un effet, disons, arbitrage de marché. Et avec une petite anecdote, on accompagne un partenaire qui a récemment voulu innover en lançant une offre digitale hyper flexible. En fait, chaque assuré pouvait composer son contrat à la carte, choisir exactement les garanties qu'il voulait. Il y avait très, très peu de limitations. Sur le papier, c'était plutôt brillant. Commercialement, c'était très attractif, voire trop attractif. Et le problème, c'est que très vite, on a eu une surconsommation. On a eu des assurés à risque élevé qui se sont rués sur cette formule.
on a une anti-sélection énorme, un portefeuille qui était déséquilibré. En un an à peine, on a des pertes énormes. Alors, bien évidemment, le suivi technique chez ce partenaire n'était pas fait, il n'y avait pas de suivi technique. Du coup, cette dérive technique, elle n'a été détectée qu'en fin d'année, au moment du bilan comptable. Vraiment, c'est vraiment la preuve, surtout lorsqu'on lance un nouveau produit. Encore une fois, je me répète, c'est qu'un suivi technique très régulier, c'est efficace. Alors, avant de passer à la partie IA et automatisation, je voulais rapidement vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire qu'une fois qu'on a fini ces actions et qu'on a fait tous ces leviers d'actions possibles pour redresser un portefeuille, on ne s'arrête pas là. Non, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pilotage continu, même après action. Rien que pour avoir une mesure d'impact de ce qu'on a fait. Est-ce que ce qu'on a fait était bien ou pas bien? Est-ce que ce qu'on a fait était on va comparer ce qui a été fait avec ce qu'on avait prédit. Parce que quand on fait une action, on se dit ça va engendrer telle ou telle conséquence. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va continuer à adapter, on continue et on continue. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que une fois qu'on a fait ces actions, c'est pas fini. Le suivi technique, il est toujours en continu, il s'arrête jamais. Et on en vient avec la slide suivante, c'est que pour qu'un suivi technique soit fait de manière continue et ne s'arrête jamais, ben, il faut quand même peut-être à un moment utiliser ce qu'on appelle l'automatisation. Et avant de parler d'automatisation, il faut voir à quoi peut ressembler un pilotage technique moderne, version 2025, et tout ce qu'on peut faire avec. Alors, rapidement, il faut il faut mettre en place ce qu'on appelle un dashboard. Alors, un dashboard, c'est quoi? Il faut voir ça comme des tours de contrôle qui permettent de tout contrôler. Ça peut être de la présentation d'affichage en temps réel d'indicateurs clés, comme un SRP courant, des résultats techniques, l'évolution NN-1, l'effectif assuré. Ça peut être aussi des alertes visibles par code couleur. Si jamais il y a une trop grosse dérive, il y a du rouge qui apparaît. Si on est bon, il y a du vert qui apparaît. Ça peut être des alertes automatiques par email. En fait, c'est vraiment, il faut voir ça comme un écran avec des tours de contrôle et qui vont nous donner tout ce qu'on a besoin de savoir sur notre portefeuille. C'est vraiment ça. Mais encore une fois, donc pour avoir un pilotage continu, il faut avoir ce dashboard. Pour avoir ce dashboard, il faut mettre en place de l'automatisation. Et l'automatisation, je vais vous montrer un cas d'exemple juste après, mais ça va vous permettre de gagner du temps, de gagner en fiabilité. Ça va vous permettre d'avoir une fréquence accrue de suivi technique. Donc, au lieu de faire un suivi technique tous les ans, pouvoir faire un suivi technique tous les trimestres, tous les mois, voire même en temps réel. Ça, c'est vraiment toute la spécificité de cette automatisation. Et enfin, d'avoir une vue exhaustive. Donc, c'est vraiment ce que je disais avec ces deux tours de contrôle, d'avoir une vue sur tout notre portefeuille. Alors, je vais maintenant vous faire une petite démonstration en live, mais juste avant de faire cette démonstration, j'aimerais insister sur quelques points clés à propos de l'IA et de l'automatisation appliquée à l'assurance et au suivi technique. Mais en général, on sait que l'IA, l'automatisation, ça peut faire un effet waouh et seulement waouh, et on s'arrête là. Et parfois, ça peut sembler réaliste. Et on sait que le secteur de l'assurance est assez prudent sur tous ces sujets-là. Mais en réalité, aujourd'hui, en 2025, on est vraiment dans l'IA, dans l'automatisation. On est dans le domaine. C'est plus du tout de la science-fiction comme ça l'était il y a 5 ou 6 ans encore. Et même si très peu d'acteurs ont mis en place cette automatisation, les outils, ils existent, vous le verrez juste après, ils sont matures et nous, on commence à l'utiliser et on en voit les bénéfices. L'automatisation, ça permet vraiment d'être proactif et non plus d'être seulement réactif. Alors attention, le but derrière cette automatisation, c'est pas de remplacer l'humain. Au contraire, c'est vraiment de libérer du temps pour vos équipes afin qu'ils puissent passer plus de temps à l'analyse du suivi technique, dans ce cas-là, et aux recherches des causes des dérives, plutôt qu'à l'assemblage des données, filtrer des données, calculer des indicateurs, etc. Alors, juste avant de passer à la vraie démonstration,
faut faire attention quand même, l'automatisation, c'est pas on appuie sur un bouton magique et ça s'active une fois pour toutes. Non, c'est vraiment un projet qui nécessite un cadrage très sérieux au départ. Il faut comprendre vos besoins, il faut adapter les paramétrages à vos produits, à vos flux, des enjeux réglementaires. Et ensuite, une fois que le système est lancé, il faut faire évoluer au fil du temps toujours cette automatisation. Donc, si on veut intégrer des nouveaux produits, enrichir les indicateurs, ajuster les alertes. C'est pour ça que l'humain est toujours aussi important et ce n'est pas juste un bouton qu'on appuie et voilà. Alors, je vais maintenant vous projeter rapidement à quoi ressemble ce qu'on appelle un workflow. Alors, on va être sur un outil ici qui n'est pas exhaustif, enfin qui est exhaustif, pardon, il y en a d'autres qui existent sur le marché. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors là, vous voyez une chaîne de caractères qu'on appellera workflow, et en fait, qui est le workflow du suivi technique. Alors, comment on commence tout simplement? Avec un bouton Start. Le bouton Start, il peut s'imaginer avec un envoi d'un SMS WhatsApp, ou d'un lien Teams, ou d'un message Teams, pardon, d'un mail, ou bien justement d'appuyer sur ce bouton Start. Ça peut être fait tous les lundis matins à 9 heures, tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois, comme on veut. Une fois qu'on a appuyé sur Start et que le workflow commence vraiment, on va aller rechercher dans une feuille Excel, dans un Google Sheet, dans une base de données, qu'importe, qu'on aura connecté, et récupérer les données. Donc là, l'idée, c'est vraiment de collecter toutes les données, les sinistres, les prestations, les effectifs, etc., les frais, les taxes, etc. Une fois qu'on a ces données, maintenant, on resuit le schéma que je vous ai présenté en première partie et on va parler de qualité des données. Donc maintenant, on va préparer les données, structurer les données, on adapte les données pour la suite du traitement, les conversions, on sélectionne les bonnes colonnes, on l'adapte au calcul qui nous est important. Et une fois seulement qu'on a ces données propres, on va calculer des indicateurs clés. Donc là, on va calculer tous les indicateurs clés qu'Aniel vous a présentés dans la partie 2. Ensuite, qu'on a tous ces indicateurs clés, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais moi, je veux mon dashboard automatisé avec tous mes écrans, etc. Alors, c'est maintenant qu'intervient l'intelligence artificielle. Et en fait, on voit là qu'on a une double casquette. On a la casquette de l'automatisation qui va automatiser ce suivi technique et l'intelligence artificielle qui va intervenir ici. Pourquoi? Pour rédiger un rapport propre, clair, lisible et précis. Et là, on va utiliser un modèle ChatGPT, mais ça peut être plein d'autres modèles. Hein. On peut utiliser les modèles français des Mistral, des modèles, enfin tous les modèles d'intelligence artificielle sont capables de générer des rapports. Et une fois qu'on a ce rapport, l'idée maintenant, c'est d'aller envoyer ce rapport avec ce petit module Outlook aux décideurs, aux personnes intéressées. Ça va s'envoyer automatiquement. Une fois qu'on appuie sur Start ou qu'on programme le Start pour qu'il soit programmé tous les lundis matin à 9 heures, et ben, tous les lundis matin à 9 heures, le CA va recevoir votre suivi technique par mail. Et on peut même imaginer aller plus loin, et très facilement avec l'automatisation, c'est d'envoyer un message WhatsApp en cas d'alerte si on a une dérive trop importante ou notre SOP qui dépasse notre seuil. Alors, si je reviens afin de finir sur ma présentation, et avant de passer la parole à Naël pour la conclusion, j'aimerais juste introduire cette dernière slide pour conclure, pour vous dire que nous, on vous propose d'aller plus loin ensemble. Alors, pour certains qui suivent ce webinaire, qui sont là, on vous voit, c'est déjà le cas aujourd'hui, et on en profite pour vous remercier chaleureusement de votre confiance. Notre démarche s'inscrit autour de 4 axes structurants et c'est un peu à la carte. Alors, en premier lieu, on a le diagnostic et l'audit. On commence toujours par une revue de votre existant. Vraiment, c'est analyser l'existant. Ensuite, on a le redressement et l'optimisation, comme on en a parlé précédemment. Juste après, on peut parler aussi d'outils de pilotage et d'automatisation, comme je viens de vous présenter. Et on est capable aujourd'hui de mettre ça en place dans vos mutuelles, dans vos organismes. Et dernièrement, parce que c'est le sujet d'actualité et qu'on est bientôt en septembre, on va vous parler des accompagnements dans notre politique de revalorisation 2026. On est à vos côtés pour préparer ce cycle de revalo. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Anaël pour la conclusion.
Alors, merci Edouard pour toute cette présentation autour de l'intelligence artificielle. Alors, on a un petit peu dépassé les timings parce que c'est vrai que quand on commence à parler de ce sujet, on est un petit peu embarqué dans tout ça. Mais juste avant de conclure, on tenait quand même à préciser qu'il y a une personne que ce suivi technique va particulièrement intéresser et qui va même souvent en être responsable, c'est la fonction actuarielle. Donc, en effet, dans le cadre de ses missions, elle doit donner son avis sur la politique de souscription. Et pour le faire, elle va notamment utiliser les données du suivi technique et s'assurer que les éléments qui en ressortent, donc en termes de tendance de sinistralité, d'évolution des effectifs, etc., sont cohérents avec la politique de souscription validée par les administrateurs. Donc n'hésitez pas à bien mêler vos fonctions actuarielles à tous vos travaux autour du suivi technique. Donc, pour conclure rapidement avec cette dernière slide, on vous remet bien la synthèse de tout ce qu'on s'est dit ce matin sur chaque partie, à commencer par les enjeux actuels qui font du suivi technique, finalement, un outil vital de pilotage de l'équilibre technique, mais aussi stratégique, l'importance de la détection des dérives via des indicateurs clés et la vision des leviers correctifs possibles et adaptés, et enfin, l'automatisation et l'intelligence artificielle pour optimiser votre performance. Voilà, c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous ce matin sur ces sujets que l'on affectionne particulièrement avec Édouard. On espère que ça vous a plu. En tout cas, malgré les timings dépassés, vous êtes encore très nombreux à être connectés, donc on suppose que ça vous a plu. Et nous, on va encore rester un petit peu connectés si vous voulez pour prendre le temps de regarder vos questions. Mais si jamais vous devez partir, on est bien sûr disponible par mail. Alors, il y a Merci, un chat Julie. qui est à disposition pour les questions. Normalement, vous y avez tous accès. Pour l'instant, on n'a pas de questions. En fait, je vois les mains. Alors oui, pour tout ce qui est offre financière et accompagnement, c'est une question qu'on a eue. Je vous propose de nous envoyer un email pour avoir pour nous donner les informations précises sur mesure de ce que vous souhaitez, enfin là où vous souhaitez qu'on vous accompagne, et avec plaisir, on pourra vous faire un devis sur mesure. Alors, vous avez nos mails dans la dernière slide du webinaire. Donc, voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Alors, N'hésitez pas à nous contacter. Oui. une question avec la confidentialité avec ChatGPT. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'avoir une confidentialité plus respectée, comme en l'occurrence des outils français. Là, j'ai pris l'exemple de ChatGPT vraiment pour l'exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en place ce système autour, bien sûr, d'une intelligence artificielle qui va respecter la confidentialité. Aujourd'hui, avec ChatGPT, ce n'est pas forcément le cas, mais il existe d'autres intelligences artificielles qui permettent de respecter cette confidentialité. Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup. Nous, voilà, on sera ravis de continuer à pouvoir vous répondre et vous accompagner par email. Donc, n'hésitez pas. Là, il y a pour un congé d'été oblige, mais on revient en septembre pour un webinaire qui va être un peu dans la continuité pardon, de celui-ci sur les indexations, donc les revalorisations tarifaires. Donc, voilà, soyez connectés. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir à Au tous. revoir.